Donc, comme convenu, je vais faire une petite introduction. Donc, je vais vous présenter tous les trois et je vais vous accorder la parole en commençant par Madame Gisèle, Monsieur Flory et je vais terminer par Monsieur Maswapi. Euh, Ça va faire un total, hein, ça pourra faire un total de 20 minutes. De manière succincte, voilà, vous abordez les différents aspects que vous représentez au sein de l'ANAPI. Les gens sont sur leur soif. Les gens ont des questions et on va leur laisser l'occasion de poser les questions. Donc, on va peut-être faire une série de 5 questions. Nous ramassons 5 questions et les gens précisent à qui d'entre vous la question ou les questions sont destinées et ainsi de suite. C'est vrai il ne va pas être possible d'épuiser toute la matière. Nous allons d'ailleurs renvoyer l'auditoire à la présentation préenregistrée de Madame Chamala. Donc, les gens pourront suivre avec plus de détails. Ils pourront aller sur le site de l'ANAPI et vers d'autres sources que vous allez leur recommander. Grand merci à tous d'avoir répondu présent à ce webinaire qui est consacré aux politiques de promotion d'investissement agricole en RDC avec l'Agence nationale de promotion pour la promotion des investissements, l'ANAPI en sigle, et l'ANAPI qui est un partenaire officiel du Magritte PYP, le marché agricole Bilanga-Betou, dont la première phase en présentiel s'est déroulée la semaine passée du 19 au 25 juillet. Et cette semaine, nous sommes en train d'aborder justement la phase en ligne ou la version virtuelle. Donc, je voudrais commencer par remercier les cadres de l'ANAPI qui ont accepté de nous entretenir ce soir, d'intervenir. Donc, je commence par Madame Gisèle Chamala Kanyeba, qui est sous-directeur Aftercare, c'est-à-dire accompagnement des investisseurs et facilitation. Donc, Madame Gisèle est assise au milieu. À sa droite, c'est Monsieur Flory Kabamba-Numbi, qui est sous-directeur marketing. Et à la gauche de Madame Chamala, c'est Monsieur Mouswapi Kipundo, qui est directeur du climat des affaires. Donc, chers partenaires, merci encore d'avoir répondu présent. Je voudrais souligner que dans le cadre de l'organisation du MAGRIC, le marché agricole Bilanga-Betou, l'ANAPI a été la première institution à nous répondre par écrit et à nous répondre positivement. Je le dis parce que les entrepreneurs sont très critiques vis-à-vis des organes publics, des organes de l'État, vis-à-vis de l'État même. Nous avons, à l'image que vous envoyez, vous écrivez à une institution publique, on ne va jamais retracer le courrier va se perdre quelque part, mais ça n'a pas été le cas. Nous avons saisi l'ANAPI, nous avons reçu une réponse en temps réel, notre demande a été traitée, nous avons été invités et notre dossier ou notre demande a abouti. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Chers partenaires, vous connaissez le sujet. Donc, je voudrais que vous abordiez la question de la promotion des investissements agricoles en RDC d'une manière introductive, sachant qu'il y a beaucoup de questions de la part du public, de la part de l'audience. Madame Gisèle, je peux commencer avec vous.
mais je souligne qu'il y a un enregistrement vidéo qui est mis en ligne et dont le lien va être partagé. C'est un enregistrement de 45 minutes au cours duquel Madame Chamala aborde plusieurs points, présente l'ANAPI, parle des investissements agricoles, des investissements d'une manière générale. Donc, c'est 45 minutes que vous pouvez suivre à votre aise. Vous avez la parole, chers partenaires. Bonjour, chers participants, et merci, M. Serge Baye, pour la parole. Je suis Gisèle Chamala, comme vous l'avez dit, et que je suis en charge de l'accompagnement et de la facilitation des investisseurs. Nous représentons ici et nous avons été mandatés par le directeur général pour parler sur le thème de la politique de promotion des investissements agricoles en RDC. Et comme M. Serge vous l'a dit, nous avons circonscrit ce thème autour de différents points qui gravitent autour de la politique de gouvernement en matière d'investissement. Il s'agit notamment des données générales, d'abord sur la RDC. On ne peut pas parler de l'agriculture sans circonscrire dans le cadre général de la RDC. Ensuite, nous avons parlé de la vision sectorielle. Et nous avons présenté l'état des lieux du secteur agricole. Nous avons parlé des opportunités d'investissement, des incitations, des procédures d'investissement dans l'agriculture, du climat des affaires et nous avons aussi présenté l'ANAPI et je pense que c'est le point par lequel je vais commencer pour que vous puissiez mieux nous connaître. L'ANAPI est un établissement public à caractère technique qui est doté d'une personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. L'ANAPI est placée sous la tutelle du ministre ayant le plan dans ses attributions et elle est instituée par la loi numéro 04/2002 du 21 février portant code des investissements. L'ANAPI a 4 missions fondamentales, à savoir la promotion d'une image positive de la RDC, le plaidoyer pour l'amélioration du climat des affaires, la promotion des opportunités d'investissement et l'accompagnement administratif et les services aux investisseurs. Voilà les 4 missions fondamentales de la RDC. Alors, dans les données générales, ce que nous avons fait, c'est d'abord présenter les atouts de la RDC en matière agricole. Ce sont des points qui sont connus. Nous avons évoqué la pluviométrie, la végétation, les sols, les zones agroécologiques. Pourquoi nous avons parlé de ces différents points? Parce que nous avons estimé que pour se lancer dans l'agriculture, il faut être bien informé de toutes les informations qui concernent ce secteur. Et ça, ce sont des indicateurs clés. Et ces indicateurs sont disponibles non seulement dans cette présentation, mais nous avons donné des références au niveau du ministère de l'Agriculture et aussi sur le site web de l'ANAPI, vous pouvez avoir des informations exhaustives sur tous les différents points que je viens de citer. Alors, parlons de ces différents indicateurs clés. Nous avons voulu les évoquer pour vous inviter, vous, à pouvoir sillonner, explorer justement en profondeur les types de végétation que la RDC regorge, les types de sols et les zones écologiques. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas investir de manière hasardeuse. On ne peut pas se décider d'investir tout simplement parce qu'on a une terre, on a l'argent, ou bien on vient d'un pays, d'une famille agricole, ou bien parce que, par mimétisme, souvent, notre affaire, ça réussit. Écoute, moi aussi, je veux l'essayer. Non, il faut des repères. Il faut connaître ce cadre-là. Et nous n'allons pas nous étaler ici, comme M. Serge vous a dit, toutes ces données, vous pouvez les retrouver dans les différents endroits dont je vous ai cités. Je sais qu'il y a aussi des services sectoriels au sein du ministère de l'Agriculture qui pourraient vous informer.
Alors, c'est une invitation et je voudrais dire que sans ces informations-là, vous allez évidemment investir, mais il y aura des problèmes sur le parcours. Alors, essayez de vous ressaisir s'il y a des informations que vous n'avez pas. Nous avons juste voulu vous dire que les informations existent, c'est à vous de les chercher, vous allez retrouver et ça va vous servir et non seulement vous allez gagner en temps, vous allez épargner de l'argent, vous serez averti et vous avez plus de chances de réussir. Voilà, cette politique du gouvernement, elle est représentée d'abord dans le programme national stratégique de développement de la RDC que nous appelons PNSD, qui a plusieurs piliers, mais nous allons tout juste mettre en exergue les deux axes principaux qui sont les outils que nous utilisons pour sa mise en œuvre, c'est l'assainissement du climat des affaires et la promotion des opportunités des investissements. Vous pouvez comprendre, c'est pour ça que nous sommes un peu ici en équipe pour pouvoir avoir une vision générale. Cette vision-là, elle a été exprimée par le président. Il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Et donc, aujourd'hui, l'agriculture est mise en exergue. Aujourd'hui, l'agriculture est un secteur de diversification de notre économie. Évidemment, il y a des objectifs par rapport à ça et ces objectifs sont définis non seulement au niveau de cette vision, mais aussi à travers la vision du gouvernement. Alors, parlons directement de l'agriculture. Il faut que l'agriculture arrive à assurer la sécurité alimentaire de la RDC. C'est une forme d'indépendance. Et pour ça, il faut accroître la production, il faut renforcer surtout la part de la contribution de l'agriculture à la croissance économique. Voilà, il y a des atouts et il y a des défis dans le secteur de l'agriculture. Je pense que ceux qui sont du domaine de l'agriculture et les différentes interventions autour de ça vont plus vous édifier. Mais il faut savoir que quand on fait une politique, il faut savoir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Et évidemment, comme vous connaissez tous, les forces sont le marché potentiel, les réserves d'eau douce, les potentiels halieutiques, le climat varié, le potentiel d'irrigation. Mais tout ça n'arrive pas à booster l'agriculture. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sur une agriculture de subsistance qui est incapable d'assurer l'indépendance alimentaire du pays. Et puis, notre production ne progresse pas à cause de ça. Voilà, il y a tous ces défis et puis il faut savoir que l'agriculture ne peut pas se développer seule. Hein, l'agriculture, c'est un peu comme un secteur qui est transversal, qui est lié avec le secteur de l'industrie, des infrastructures et de l'énergie. Ces différents secteurs, la RDC a des potentiels dans ces secteurs, mais aussi des défis. Et donc, il y a l'action du gouvernement et gravite justement est axée sur ces différents secteurs pour pouvoir, en fin de compte, arriver à booster cette agriculture-là. Et dans le domaine agricole, cette agriculture, le développement, et ça, je parle de ce qui est repris dans le programme national de développement stratégique de développement. On vise d'abord l'agroforesterie, les cultures pérennes et les cultures ouvrières. Hein. Et puis après, il y a l'accroissement de la production végétale, animale et halieutique. Voilà les points sur lesquels c'est. Mais comment le gouvernement a misé sur ces différentes cultures? Il y a une présentation, un tableau qui présente les différentes filières et aussi les spéculations par province. C'est très intéressant d'être édifié sur ce tableau-là que vous pouvez retrouver justement dans notre présentation et aussi au niveau du ministère de l'Agriculture qui peut vous en dire un peu plus. Alors, nous avons présenté le secteur de l'industrie et quelle est la stratégie justement mise en place par le gouvernement pour développer l'agriculture à travers l'implication de l'industrie, c'est à travers l'implantation des zones économiques spéciales. Et dans ces zones économiques spéciales, il y a d'abord des opportunités en termes d'aménagement du site
et aussi en termes de projets d'investissement. Ces zones économiques spéciales sont déjà identifiées à travers la RDC. Nous en avons plusieurs. Nous pouvons citer 7 zones économiques, mais il y a déjà 2 zones pilotes. La zone de Maloubou qui a pris du temps, mais pour le moment, avec la ZES, ils ont démarré. Et puis, il y a une autre zone économique au niveau au Katanga. Pourquoi je parle de la zone pilote de Maloubou? Justement parce que parmi les filières qui sont identifiées, il y a aussi l'agro-industrie et donc et l'emballage. Donc, ce sont des filières qu'on peut développer à moindre coût et être compétitif. Et ça vous permet de miser l'exportation. Parce que quand on parle aujourd'hui de la BOA, on parle de la ZELCA, on se dit, mais nous, comment on peut se développer avec tous les défis que nous avons? On va vous présenter différentes incitations. Et en plus de ces incitations, il y a un cadre bien défini tel que la ZES qui vous donne encore plus d'avantages et de facilités pour pouvoir vous développer un projet et pouvoir l'exporter. Donc, voilà le cadre qui est là. Il y a aussi une agence d'exportation qui est dans le processus d'implantation, qui vous donne encore une voie pour pouvoir acheminer vos produits et les exporter de manière légale et aisément. Voilà, en termes d'infrastructures, nous savons que sans les infrastructures, développement des infrastructures, il est difficile de développer l'agriculture. Et c'est vrai que le gouvernement est dans un large programme de développement d'infrastructures, mais je sais que ce qui nous intéresse le plus ici, ce sont les routes de dessert agricole. Et même si ce n'est pas pris en charge par le gouvernement, à travers les différentes incitations qui sont mises en place, vous avez la possibilité d'intégrer ce volet de projet dans le projet agricole et pouvoir avoir des allègements qui permettront que vous puissiez en fait développer aussi les routes de dessert agricole. Nous ne pouvons pas évoquer l'industrie, les infrastructures sans parler de l'énergie. L'énergie, on s'est dit que c'est un défi, mais aujourd'hui, ce secteur a été libéralisé et donc nous nous trouvons dans une voie qui est un peu plus diversifiée avec les énergies renouvelables. Dans notre présentation, nous vous avons présenté un modèle qui est plus développé dans le secteur des mines. Ces secteurs, c'est établir des contrats dans le cadre de partenariats publics-privés, mais qui sont des partenariats gagnants-gagnants. Et j'en ai donné l'exemple des miniers. Qu'est-ce que les miniers font? Les miniers, ils développent des micro-barrages. Et à travers ce micro-barrage, ça leur permet de pouvoir renforcer la desserte en énergie, mais d'un autre côté, ils reçoivent des allègements. Et donc, avec ça, ça leur permet de bien développer leur projet. Cette voie-là peut être aussi exploitée dans le cadre de l'agriculture en mettant en place ce genre de partenariat. Mais il y a aussi beaucoup de projets que nous, par exemple, en API, nous avons à créer dans les énergies renouvelables telles que dans les gaz. Nous avons à créer beaucoup de projets qui renforcent aujourd'hui ces dessertes. En plus des projets que le gouvernement est en train de développer pour essayer de renforcer. Nous avons présenté quand vous allez lire le document de la NAPI, même la vidéo, vous allez voir qu'il y a plusieurs projets que nous avons à créer et qui font qu'aujourd'hui, la question de l'énergie ne peut pas être obstacle. Et nous avons présenté des incitations. Ces incitations, comme je peux vous dire, sont de plusieurs ordres, mais il faut les connaître. Il faut les connaître parce que ces incitations sont complémentaires. Vous avez d'abord les incitations qui relèvent du régime général du Code des investissements. Et ces incitations sont octroyées par l'ANAPI. Il y a une procédure qui est mise en place qui fait qu'on vous montre, nous facilitons aux investisseurs comment présenter le projet qui est le modèle légal.
on a un canevas, on vous donne, on vous montre comment vous présenter les projets en mettant les indicateurs et les informations clés. Une fois que ce projet est mis en place, vous payez les frais d'analyse du projet. Ces frais sont de $1 000 pour les grandes entreprises et 500 pour les PME. À ce moment-là, vous adressez une lettre à l'ANAPI et vous dites que vous voulez développer un projet. Alors, ces incitations sont fixées selon les zones économiques. La durée va de 3 à 5 ans. À Kinshasa, c'est 3 ans. Et puis, vous avez le Congo central, Kassi-Kolwezi, c'est 4 ans. Et le reste du pays, c'est 5 ans. Et ces incitations sont des exonérations de droits d'entrée des équipements et matériels. Vous avez l'exonération sur la TVA à l'importation de nouveaux projets d'investissement, l'exonération sur l'impôt sur les bénéfices, l'exonération foncière et les exonérations de droits fixes professionnels. Mais pour les PME, l'avantage est que vous pouvez bénéficier de ces avantages même pour les équipements que vous importez de seconde main, ce qui n'est pas le cas pour les grandes entreprises. En plus, vous avez des incitations sur la loi agricole et vous pouvez d'abord solliciter ces avantages du code des investissements et en plus de ça, vous allez solliciter après les avantages du code de la loi agricole. Ces avantages sont complémentaires et ils sont plus étendus dans la durée par rapport à ce que nous accordons. Il faut aussi adresser une lettre au niveau du ministère de l'Agriculture et présenter son projet. Et il y a en plus, je vous donne juste les grandes lignes, quand vous poserez des questions, on pourra aller en profondeur. Il y a en plus de cela, dès que vous avez ça, vous avez le partenariat stratégique sur la chaîne de valeur. C'est là où je vous disais que vous pouvez justement, en plus de ce projet agricole, intégrer un volet sur, par exemple, les infrastructures ou sur la production de l'énergie électrique. Et vous pouvez avoir justement ces incitations dans le cadre d'un partenariat avec l'État congolais. Et là, il faudra adresser votre lettre au ministère des Finances. Vous avez un autre des avantages que vous pouvez avoir dans la loi sur l'électricité, que ce soit pour la production ou pour la distribution de courant électrique. Voilà, je voudrais juste me résumer. Nous entrerons en profondeur quand vous allez poser vos questions, mais c'est autant d'avantages, autant de facilités qui vous sont accordées, qui sont en fait nous appelons ça des financements indirects. Pourquoi? Parce que l'État consent de ne pas percevoir pendant une durée les dus. Ces dus, ça veut dire que ce que vous lui devez en argent, il ne le perçoit pas. Juste pour vous alléger vos charges sur la période de démarrage du projet et cela vous facilite, réduit les risques et réduit aussi le délai de retour sur investissement. Alors, il y a aussi la question des procédures en matière agricole. Cette procédure, elle commence par la procédure générale. Tout opérateur, toute entreprise qui veut exercer ses activités en RDC doit se constituer en entité économique de droit congolais et selon la forme ou mandat, nous avons plusieurs formes de société. Alors, dans le cadre des réformes que l'État a opérées, il y a la création du guichet unique de création d'entreprise qui facilite les formalités, qui réduit les coûts. Et vous avez aussi l'avantage de pouvoir remplir toutes les formalités en un seul endroit et où vous allez obtenir justement tous ces documents-là. Et vous avez d'abord je peux vous citer les formes de société. Vous avez d'abord un établissement qui est la personne physique. Ça, c'est votre propre entreprise. Et donc, pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un statut. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte au nom de la société. Vous avez votre propre compte. Il vous suffit d'avoir $30 et vous pouvez créer votre entreprise. Et vous payez juste les frais bancaires qui va de 12 000 à
à 20 000 francs congolais. Alors, en dehors de cette forme de société, vous avez maintenant les sociétés commerciales. Il y en a 5. Vous pouvez avoir la SARL, c'est la société qui est la plus sollicitée, c'est la société par action à responsabilité limitée, où les associés ou une personne, elle peut être une seule personne morale, ou alors plusieurs associés se mettent ensemble pour créer l'entreprise. Et ça, la SARL, vous payez $80. Quand vous payez $80, avec toujours parce que vous payez cet argent au niveau de la banque, et il faut savoir qu'il faudra avoir au préalable avoir libéré le capital social dans une banque. Donc, il faudra d'abord, la première condition, c'est ouvrir un compte au nom de la société, libérer le capital social et désigner un gérant. Et c'est le gérant qui va justement être le responsable vis-à-vis de la banque. Après cela, maintenant, vous pouvez aller avec le dossier constitué de différents éléments, que les preuves justificatives des procédures que je viens de citer. Vous allez au niveau du bus et avec le statut, évidemment, où vous avez désigné le gérant et met les dispositions spécifiques concernant votre entreprise. À ce moment-là, vous pouvez créer votre société à ce prix-là. Il y a aussi d'autres formes de sociétés. Il y a aussi la société anonyme qui est plus généralement réservée aux grandes entreprises, mais ça, il faut payer $250 avec les frais bancaires. Alors, en dehors de ça, on a privilégié aussi, on a parlé plus longuement des sociétés qui sont plus appropriées pour le secteur agricole. C'est les sociétés coopératives et puis les groupes d'intérêt économique. Et ça, c'est plus favorable pour le secteur agricole. Pourquoi? Parce qu'il y a les partages d'expérience, il y a le partage de risques, et puis il y a le bénéfice qui est aussi partagé. Et pour les deux sociétés, celle qui est encore mieux appropriée, c'est le groupe d'intérêt économique. Pourquoi? Parce que chacun peut avoir son entreprise. Il est dans ses compétences sur une filière donnée, et donc il y a un mélange de compétences, et c'est là où on peut créer, quand on dit souvent, vous créez, en fait, c'est comme une forme d'éco-entreprise, hein, vous mettez ensemble, et l'avantage, vous avez un petit mais chacun peut s'épanouir, et c'est plus facile en ce moment-là de créer un écosystème à l'école, et aussi c'est facile de créer une chaîne de valeur. Voilà. En dehors de ces incitations, on a parlé aussi maintenant du climat des affaires. Le climat des affaires, vous avez notre expert qui est le directeur du climat des affaires qui pourra répondre à toutes vos préoccupations sur ce volet-là. Il y a des réformes qui ont été opérées. Il va peut-être évoquer ceux qui sont essentiellement liés, directement liés au secteur agricole. Je pense que moi, je vais m'arrêter là. Monsieur Serge, à vous de nous orienter si on peut à ce stade ici passer directement aux questions, ou bien mes collègues, parce que je voulais que monsieur Flory puisse un peu parler sur l'industrie, parce que là, il y a la transformation, et puis monsieur le directeur va parler des réformes. Merci. Merci, madame Josette, de m'accorder la parole. Je tiens d'entrée de jeu à dire que l'agriculture est l'un des secteurs prioritaires de la NAPI pour diverses raisons. La première, l'agriculture est un secteur susceptible de pouvoir changer le paradigme actuel de l'extraversion de l'économie congolaise. Ce secteur est aussi à même de pouvoir résoudre tant soit peu la problématique de sous-emploi actuel des facteurs main-d'œuvre. Et in fine, ce secteur est capable de contribuer de manière significative à la diversification et à la résilience de notre économie. Certes, dans le secteur agricole, il y a plusieurs filières, mais au niveau de la NAPI, nous avions identifié quelques filières prioritaires. Il s'agit entre autres du maïs, le manioc, le riz, le café et les cacao. Alors, madame Gisèle l'a dit, parmi les outils susceptibles de pouvoir inciter les investisseurs dans ce secteur, nous
nous avons le Code des investissements. Celui-ci accorde des exonérations. Il y a aussi la loi agricole. Donc, un investisseur a le droit de pouvoir bénéficier des exonérations cumulées aussi bien dans le cadre du Code d'investissement que de la loi agricole. Alors, il y a aussi la zone économique spéciale. Dans le secteur, dans la zone économique spéciale de Maluku, parmi les filières prioritaires, nous avons l'agro-industrie, l'emballage et les matériaux de construction. À partir de l'agriculture, si vous devez transformer le produit de l'agriculture pour avoir le produit fini dans l'agro-industrie, vous aurez des exonérations aussi bien fiscales que douanières et pour une durée de 10 ans en tant qu'entreprise devant opérer dans ce secteur. Au-delà de l'érection des zones économiques spéciales, il y a aussi le document de la politique et des stratégies industrielles que le gouvernement a mis en place depuis le mois de février 2020, qui vise à accroître la contribution de l'agro-industrie dans le produit intérieur brut. Et dans le cadre de l'opérationnalité de cette politique des stratégies industrielles, on venait d'adopter, je pense, il y a cela 2 mois, des documents qu'on appelle la politique des directeurs d'industrialisation. Voilà en résumé l'ajout que je voulais apporter par rapport à tout ce que Madame Gisèle a dit. Et nous sommes disposés à répondre aux différentes questions qui nous seront posées. Oui, le directeur François. Ok, merci beaucoup, Madame, pour la parole. En fait, je ferai un petit commentaire en sus de tout ce qui venait d'être dit ici concernant le secteur agricole. Comme vous le savez, le secteur agricole dans notre pays et dans beaucoup de pays joue un rôle principal. Le premier, c'est lancer l'économie. Le deuxième, c'est de financer l'économie. Et enfin, ajuster l'économie. Et étant donné que ce rôle sont très importants pour notre pays, le gouvernement de la République a mis en place un système d'assainissement de l'environnement des affaires partant de la production jusqu'à la commercialisation et sur toute la chaîne de valeur du secteur agricole. Alors, concernant la production, nous avons des réformes. Madame vous a parlé du cycle de vie de crise. Les réformes commencent de la création d'entreprises. Aujourd'hui, il est plus facile de créer votre entreprise dans les secteurs agricoles. À l'époque, c'était les parcours du combattant, mais aujourd'hui, les délais sont réduits, le coût sont réduits pour créer votre entreprise. Et à part la création, pour transformer la terre, il faut avoir les équipements et matériels. Et le gouvernement de la République a entrepris des réformes qui sont déjà opérées dans les secteurs du commerce transfrontalier. Et aujourd'hui, il est plus aisé d'importer les équipements et matériels au travers de plusieurs mécanismes, de plusieurs réformes opérées par le gouvernement dans les secteurs du commerce, dans l'indicateur commerce transfrontalier. Et lorsque l'opérateur économique veut transformer ou produire, le gouvernement de la République a mis en place la loi agricole. Cette loi agricole a mis à la disposition des opérateurs économiques la facilité d'avoir des terres en termes, par exemple, de cadastres agricoles, parce que tous les gouvernements de mettre en place des cadastres agricoles. Et cela permet aux opérateurs économiques d'avoir des terres facilement, parce qu'on ne peut pas faire l'agriculture lorsqu'on n'a pas la terre. Et un autre indicateur, c'est le transfert de propriété. Le gouvernement de la République a assaini cet indicateur en mettant en place plusieurs réformes qui permettent aux opérateurs économiques d'avoir facilement leurs documents, les certificats d'enregistrement pour opérer dans les secteurs, pour les fonciers. Donc, c'est aussi plus facile d'avoir les certificats d'enregistrement
c'est une propriété. Si vous avez votre propriété, et c'est plus facile d'avoir les certificats d'enregistrement. En outre, concernant les paiements taxes impôts, vous pouvez transformer votre produit, mais il faut écouler. Mais les opérateurs économiques ont des sérieux problèmes, ils se plaignent régulièrement en termes de la fiscalité, la parafiscalité, tout ce qu'il faut payer. Mais le gouvernement de la République aussi s'est vraiment engagé à opérer beaucoup de réformes concernant cet indicateur paiement de taxes impôts. L'impôt sur les bénéfices et profits a été réduit de 40 à 35, de 35 à 30 aujourd'hui. Et ce sont des facilités que le gouvernement de la République a pour en fait qu'ils arrivent à bien travailler dans le secteur de l'agriculture. Nous avons plusieurs réformes, même dans ce qui concerne le raccordement à l'électricité, parce que nous avions parlé de l'industrie, l'agro-industrie. Il vous faut transformer. Nous avons aussi mis en place des réformes pour appuyer les opérateurs économiques à se raccorder et à l'électricité moyenne tension. Là, c'est pour le raccordement à l'électricité moyenne tension. En fait, nous sommes à votre disposition parce qu'on ne sait pas en quel moment en profondeur, indicateur par indicateur, et déterminant par déterminant dans tous les secteurs d'activité. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions orientées à l'assainissement du climat des affaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, nous remercions les cadres de l'ANAPI pour cet exposé. Nous allons directement prendre les questions. Je vois il y a des mains levées, mais Madame Gisèle, Madame Chamala, je voudrais vous poser une question. Le verbe investir ou le mot investissement, pourquoi dans notre société ou dans notre pays, il a une autre coloration? C'est-à-dire, quand vous dites investissement, vous dites investisseur, on pense aux écrits qui viennent avec des mallettes et voilà, on pense généralement aux Occidentaux qui viennent en RDC. Voilà, comment expliquer cela? Pourquoi ce terme a-t-il reçu cette connotation dans la psychologie congolaise? Oui, vous avez raison. Ceux qui sont investisseurs chez nous, eux-mêmes ne se considèrent pas comme investisseurs. Vous voyez, ils regardent d'ailleurs, ils regardent ce qui est fait, ils se disent, moi, je ne suis pas un investisseur. Vous ne pouvez pas vous identifier à ce que vous voyez en face de vous pour vous qualifier en tant qu'investisseur ou pas. Il faut seulement que vous sachiez que vous avez de l'argent et vous placez ça dans une activité qui vous rapporte un bénéfice. Vous avez déjà en ce moment-là cette qualité-là. Alors, on fait juste souvent la différence entre la personne qui fait le négoce, ça veut dire qui achète et qui vend, et on le compare à celui qui prend son argent, qui met dans une activité qui transforme la matière première en un produit fini qui peut être consommé. Vous voyez. C'est là où il faut faire la différence. Je suis un commerçant et je suis un investisseur. Mais si on regarde en termes simples, toute personne qui prend son argent et qui investit, qui est utile pour la personne. Pour autant que vous le faites dans un cadre légal et dans un cadre bien défini. Même ceux qui sont dans l'informel, ils peuvent être en train de développer une activité économique et qui est utile, non seulement, vous pouvez dire sur la chaîne de dépenses, la chaîne économique et tout ça, mais même si c'est utile pour votre communauté, hein, c'est utile pour votre famille qui vous nourrit, qui vous nourrit la communauté environnante, vous êtes déjà un investisseur. Moi, je pense que c'est l'entendement que je vais donner en termes simples.
Hein, celui qui décide, non pas qui n'est pas fonctionnaire, qui ne travaille pas pour l'État, qui s'engage dans une activité qui est libérale et qui s'associe avec les autres et qui implante une activité économique ou une unité de production. Je pense qu'il a déjà cette qualité. Je ne sais pas si mes collègues vont me contredire. Et puis, ça, c'est lié aussi avec l'ANAPI. Comme l'ANAPI parle des investissements, Agence nationale pour la promotion des investissements, les Congolais ne nous approchent pas. Ils nous regardent de là en croyant que nous sommes là pour les étrangers, nous sommes là pour les gros entrepreneurs. Pourtant, nous travaillons même avec les maraîchers. Nous avons parmi dans le conseil d'administration, nous avons une femme qui, elle, encourage et incite, et elle est tout le temps là derrière les femmes maraîchères. Et nous les avons reçues ici pendant la journée porte. Elles étaient là. Nous prenons en compte leurs doléances et comme nous disons, nous faisons des plaidoyers et des réformes. Et tout ce volet-là aussi est pris en compte. Donc, quand nous avons parlé de la chaîne entière agricole, ça commence d'abord par eux. Donc, c'est comme ça que moi, je peux définir l'investissement et c'est comme ça que je peux dire que l'ANAPI est là non pas seulement pour les grands, pour les étrangers, mais est là pour tous les opérateurs et tous ceux qui s'investissent dans les activités économiques. Merci beaucoup, Madame Chamala. Je vois il y a des questions. Nous prenons pour commencer la question de Gérard Mossolo. Jessica, est-ce qu'on peut activer le micro de Gérard? Cher Gérard, le principe des webinaires hein, du Magritte BYB, c'est que nous sommes précis, concis, nous allons directement à la question. Pour le moment, nous posons des questions, les contributions, les commentaires, c'est en fin de réunion, on va prendre 2, 3, mais pour le moment, ce sont des questions directes. Vous adressez la question à qui suivant son intervention. Merci. Ah, on ne vous capte pas, hein? On ne vous reçoit pas? Gérard, je n'ai rien entendu. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Oui. Beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Merci aux organisateurs qui nous donnent l'opportunité de parler de tout ce qui concerne l'investissement dans le secteur agricole. Je suis promoteur d'une entreprise des jeunes Congolais qui sont dans l'agriculture et dans l'élevage. Mais comme vous avez dit, je vais être précis, aller directement à la question qui est adressée au panel de l'ANAPI. Nous savons que nous, en tant qu'opérateurs, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Déjà, je vous remercie, monsieur le modérateur, pour la question que vous avez posée sur la compréhension de l'investisseur, parce que l'entendement que beaucoup ont, c'est que l'ANAPI est là pour les étrangers, c'est-à-dire les investisseurs étrangers. Bon, maintenant, nous comprenons que ma question est celle-ci. Comment l'ANAPI pense résoudre ce problème de je ne vais pas dire tracasserie, mais ce problème de multiplication des taxes dans le province qui touche principalement les entreprises agricoles. Parce que nous savons que l'ANAPI accompagne les investisseurs et dans ce cadre-là, octroie des agréments dans le cadre du Code des investissements. Mais il y a un phénomène qui décourage l'investissement, surtout en province, c'est qu'il y a une multiplicité des taxes qui asphyxient les entreprises agricoles.
comment la NAPI pense résoudre ce problème qui devient de plus en plus croissant, fatigant et qui décourage surtout les investisseurs nationaux qui n'ont pas assez de moyens, qui prennent le risque d'investir dans des zones qui sont loin des infrastructures de base, pas accès au financement bancaire et aux sanctions de l'État, mais qui souffrent encore par la multiplicité des taxes, des tracasseries et autres, qui fait que ça minimise, ça réduit complètement tous les efforts qui sont consentis pour réussir l'investissement dans ces secteurs-là. Okay. Voilà la question que je pose. Gérard. On a bien compris la question. Nous allons prendre une deuxième question. Donc, je propose qu'on prenne 5 questions. Première série. Je ne vois pas encore de main levée là-bas, mais je vais lire une question qui est dans le chat qui dit « Je voudrais savoir si la NAPI a déjà entrepris d'ouvrir des antennes dans les autres villes du pays. » Est-ce que la NAPI a des succursales dans les autres provinces, les autres villes du pays? Voilà, ça c'est la deuxième question. La deuxième question, elle vient de Jean-Pierre Saïdi. Troisième question de Dieudonné Senga, qui demande s'il veut savoir si la NAPI ne se substitue pas au guichet unique lors de la création d'une entreprise. Donc, est-ce qu'il n'y a pas interférence avec le guichet unique lors de la création d'une entreprise? C'est la troisième question. Je veux voir s'il y a des mains levées. Voilà, il y a Dadi Kabamba. Est-ce qu'on peut accorder la parole à Dadi Kabamba pour la quatrième question? Oui, allô, vous m'entendez? Merci, Dadi. Oui, voilà, j'ai une petite question. Voilà, est-ce que les mesures d'incitation ou les incitants que la NAPI met en place pour les investisseurs ont déjà été évalués en termes d'efficacité, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui encourage vraiment les investisseurs locaux qui ont effectivement, comme on l'a dit, peu de moyens que les investisseurs étrangers? Est-ce que ça les encourage effectivement à pouvoir entrer dans le business de l'agriculture et favoriser du coup euh, une amélioration du niveau agricole de notre pays? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà évalué? Parce que ma crainte est que effectivement la facilité soit plus accordée en fait à ceux qui ont les moyens. Ne faudrait-il pas alors, si ces mesures ne sont pas efficaces, voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, voir inciter les Congolais à vraiment s'investir dans l'agriculture? Merci, merci. La cinquième question, donc la dernière de la série, elle est accordée à Marie-Paul Bambaga. Marie-Paul, vous avez la parole. Marie-Paul? Jessica, est-ce qu'on peut accorder à Marie-Paul de poser sa question? Bon, sinon, je vais lire la dernière question dans le chat et on va permettre au panel de la NAPI de répondre. Alors, c'est Jean-Pierre Saïdi encore qui dit pour ce qui est des documents d'activité que l'on va chercher au guichet unique, ce dernier n'a pas d'antenne partout. Pourquoi ne pas digitaliser cela? Bon, comme dans certains pays voisins, en 6 heures du temps et en ligne gratuitement, on a tous ces documents d'activité de son enfant. Pas recourir à la digitalisation numérique, aussi vraiment, là on ne parle pas de quelques jours, mais de quelques heures et ces documents en ligne. Donc voici les 5 questions. Voilà, chers partenaires, chers panels de la NAPI, voilà les 5 questions et nous vous écoutons.
Allô? 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 Pardon, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, mais ils ont leur micro éteint, en fait. Ils doivent allumer leur micro. Vous nous entendez? Oui, oui, madame, nous vous entendons à présent. Madame, Je me répète. vous avez Est-ce qu'on peut répondre? Oui, bien sûr, allez-y. Voilà. Je dis ceci. La question sur la multiplicité de SACS, monsieur le directeur Massoud qui va répondre sur ça. Je vais juste d'abord répondre sur la question des succursales. Les textes légaux donnent la prérogative à l'ANAPI d'avoir des antennes provinciales dans toutes les provinces et même c'est comme ça que doit se présenter le champ d'action de l'ANAPI. Mais vu les contraintes que nous avons avec la question qui est venue du démembrement, nous sommes dans ce processus. Il est vrai que nous avons d'abord dans le Haut-Katanga et dans ce qui était l'ancienne configuration du Katanga, nous avons une antenne provinciale et nous pouvons vous envoyer le contact. Et puis nous avons une représentation. Nous en avions d'abord au niveau du Kasaï occidental, nous avions dû fermer à cause il n'y avait pas d'activité là-bas et donc c'était de manière rationnelle, nous avons décidé de fermer et le processus bien suivre, il y aura une antenne qui sera opérationnelle au niveau du SUOC qui va aussi couvrir le Nord Kivu et en perspective, nous allons ouvrir une antenne aussi au niveau du Congo central. Les démarches sont en cours. D'ailleurs, le gouverneur de cette démarche est prêt à disponibiliser un site pour ça. Il est vrai que c'est un processus parce que c'est lié aussi à rien. Mais c'est vrai que là où il y a l'antenne, il y a un accompagnement de proximité et c'est facile d'interagir directement avec l'ANAPI. Et donc, le défi est d'avoir des antennes qui sont représentées en regardant l'ancienne configuration. Et donc, nous pouvons citer 11 antennes. Et en tout cas, c'est ce qui est planifié dans le plan de travail de l'ANAPI. Et maintenant, concernant le technique, comme nous vous avons dit, c'est issu à travers la décision de la RD et qu'on a créé cette entreprise. Et donc, le suivi de la mise en œuvre de réformes, nous devons suivre si effectivement ces réformes sont effectives. C'est d'abord le premier objectif. Moi qui vous parle, je suis chargée de l'accompagnement. Évidemment, j'accompagne les investisseurs robustes. Mais moi, mon objectif, c'est l'argent et faire les formalités et même conseiller, traiter le dossier de la manière dont elle est. Non. Moi, quand j'accompagne, je veux m'assurer que est-ce que cette réforme elle est effective? Si je ne le fais pas avec l'entrepreneur, je ne pourrai pas le savoir. Et je relève tous les boulots d'étranglement, toutes les difficultés récurrentes. Et nous faisons le rapport. Et nous avons généralement des réunions d'évaluation. Je pense que si on donnera par exemple succinctement au directeur Massoud, il va vous dire le cadre dans lequel nous faisons le suivi des réformes et l'évaluation de ces réformes. Et régulièrement, chaque mois, je produis un rapport sur quelles sont les difficultés, est-ce qu'on a respecté le délai. Et c'est pour nous l'occasion de savoir avec les investisseurs
est-ce que vous n'avez payé que 80 $? Est-ce qu'il y a des formalités en plus? Nous faisons régulièrement le rapport au CUS. Celui qui veut en avoir le cœur net peut venir chez nous, nous allons nous présenter ou même peut vérifier au niveau du CUS. Nous faisons un rapport pour leur dire, écoutez, ce n'est plus 3 jours. C'était 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Ils sont avec plusieurs services administratifs. Quel est le service qui n'est pas performant? Est-ce que c'est celui qui accorde l'identification nationale? Est-ce que c'est au niveau de numéro impôt? Et nous devons, nous devons sonner le signal d'alarme s'il y a des problèmes. Et donc, on ne peut pas faire une réforme et la laisser comme ça sur la rue. Voilà d'abord un des volets pour lesquels l'ANAPI accompagne. L'ANAPI fait aussi des enquêtes régulières. Nous faisons des descentes. Il y a eu dernièrement, si vous suivez l'actualité de l'ANAPI, une restitution sur l'émission d'évaluation de l'ANAPI sur l'indicateur création d'entreprise. Nous sommes allés dans combien de provinces? Dans 8 provinces. Et nous avons directement interagi avec les opérateurs pour voir si effectivement toutes les réformes qui ont été opérées dans le cadre ont été. Et nous avons fait une évaluation. Et la restitution s'est faite avec tous les ministres sectoriels, les services réformateurs et les mandataires. Le DG du GUS était là. Et on lui a dit, ce n'est pas nous, c'est les opérateurs. Ces enquêtes, nous les publions, nous publions aussi ce rapport. Voilà un autre volet dans lequel nous travaillons avec le GUS. Mais pour tout dire, si vous lisez les textes qui régissent l'ANAPI, il est dit clairement que l'ANAPI a l'obligation d'assurer la transparence de toutes les formalités administratives, la facilité de licence, et donc que cela soit fait dans la célérité, dans la transparence et dans le respect des règles. Et ça, c'est une attribution qui nous est dédiée par les textes légaux qui sont connus par le GUS, et c'est sur cette base-là que nous avons établi ce partenariat-là. Je n'aime pas le GUS que nous puissions intervenir dans ce sens. Et nous, pour ce qui est par exemple des statuts, nous voyons les opérateurs auprès des cabinets. Nous n'intervenons pas dans ce sens. Les textes et tout ça, et pour nous, le conseil est de dire, faites-vous accompagner par ce conseiller. Mais il est vrai que nous devons aussi vérifier si ce conseiller ne demande que les montants qui sont requis, et puis si lui-même aussi respecte les règles. Voilà un peu, nous nous substituons pas, je ne sais pas vraiment ces 2 points. S'il y a encore un détail de ces questions, je passe la parole au directeur François. Merci beaucoup pour la parole. C'est à la question de Maître Gérard Solo sur la fiscalité. Mais d'entrée des jeux, je voulais dire à Maître Solo que si aujourd'hui, au niveau des provinces, il signe des édits, c'est conformément aux articles 203 et 204 de la Constitution qui autorisent aux provinces de signer des édits. Mais, comme nous avions parlé avant, essaye d'opérer des réformes dans le cadre de l'indicateur paiement taxe impôt. Nous commençons d'abord par la fiscalité. Aujourd'hui, l'impôt sur les bénéfices et profits, vous le savez, Maître, est à 30%. Nous étions à 40, aujourd'hui nous sommes à 30. Concernant la parafiscalité, l'État congolais a signé des décrets portant sur la rationalisation des perceptions de droits taxes perçus au profit des provinces et même au profit du gouvernement central. Le gouvernement de la République, si vous entrez ici de la République, vous allez voir, il y a l'ordonnance de 2018 qui a rationalisé différentes perceptions. Toujours concernant la parafiscalité, aujourd'hui, nous avons mis en place 4 structures de l'État. Tout ça, c'est pour éviter les tracasseries. 4 services de l'État. Vous avez la DGI, l'INPP,
l'ONEM et CNCS. À l'époque, l'opérateur économique par mois faisait 4 navettes pour aller faire sa déclaration. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par an, l'opérateur économique fait seulement 12 navettes. Donc, on a mis en place un guichet unique pour les paiements de droits dus aux 4 services que je venais d'énumérer. Nous avons encore un autre décret suspendu ou supprimé des taxes illégales et des taxes redondantes. Le décret et l'arrêté interministériel étaient signés par 38 ministres. Vous pouvez aussi télécharger dans notre site Internet. Donc, déjà, avec cette politique de rationalisation de droits et taxes, ça permet aux opérateurs économiques d'être informés. Mais je vais recommander aux participants, même à Maître Mossolo, d'entrer dans le site de l'ANAPI et de télécharger les bases même sur le secteur agricole. Vous allez voir, nous avions repris tous les droits, taxes, redevances que l'opérateur économique doit à l'État au niveau du gouvernement central et au niveau des gouvernements provinciaux. C'est détaillé. Alors, le troisième point, c'est sur la fiscalité des portes. Mais dans le secteur agricole, c'est très clair. L'État congolais, au travers de la loi agricole, a regroupé les taxes et c'est bien clair. L'exportation, les droits et taxes à l'exportation ne doivent pas dépasser 0,25%. Lisez le code agricole. Tous les droits et taxes à l'exportation ne doivent pas dépasser 0,25%. Lorsque ça dépasse, donc il y a un autre problème, il y a un problème d'essentiel. Puisque la loi est très claire, le taux est 25% en termes d'exportation. Et parce que lorsqu'il produit, il doit construire. Aujourd'hui, pour obtenir le permis de construire, il faut payer 1,8, il faut payer par mètre carré 1,8%, 1,8 $ par mètre carré. Donc, lorsqu'il construit, il doit payer seulement 1,8 $ par mètre carré. Donc, l'État congolais a fourni beaucoup d'efforts pour assainir l'environnement, ça fait, mais les efforts continuent à être faits. Je crois que nous allons continuer à rationaliser la fiscalité, la parafiscalité dans notre pays. Alors, je voulais compléter le directeur Massoabi pour ce qui concerne justement ceux qui sont à l'intérieur dans les provinces. C'est vrai que la loi est là, mais est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'il y a ce civisme fiscal au niveau des opérateurs, mais aussi, est-ce qu'il y a cette conscience professionnelle? Évidemment, non. Hein, et le contrôle est difficile quand on est, plus on s'éloigne de la capitale, des grandes villes, ça devient plus difficile. Alors, dans la stratégie de l'ANAPI, c'est créer et instaurer des cellules du climat des affaires dans chaque province. À ce moment-là, c'est facile parce que là, il y a le gouverneur, c'est lui qui est le champion, et il y a maintenant les administratifs et il y a le secteur privé. Ils sont ensemble dans cette cellule du climat des affaires et en ce moment-là, c'est facile pour les opérateurs d'avoir cet intervenant et de pouvoir avoir un interlocuteur pour poser leurs problèmes. Ces cellules existent déjà, mais dans certaines provinces, avec le démembrement, le défi devient encore plus difficile parce qu'il faut revenir sur cette question, il faut reformer, il faut resensibiliser les gouverneurs, mais nous sommes dans la dynamique de sensibilisation et de pouvoir former tous les membres de ces cellules-là. À Kinshasa, dernièrement, je pense que c'est même passé à la télé, nous l'avons fait, mais nous avons dans quelques provinces et le défi est d'aller dans toutes les provinces. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi ce processus de création de guichets uniques de paiement de taxes et impôts.
Ça permet de rationaliser. Évidemment, ce projet, cette réforme, c'est une réforme pilote au niveau de Kinshasa, c'est effectif. Aujourd'hui, les PME ont un guichet unique de création et de paiement de taxes à impôts. C'est dédié uniquement aux PME, pas aux grandes entreprises. Et donc, en ce moment-là, les PME se sentent à l'aise pour aller payer les taxes qui sont bien identifiées. La prochaine, elle est imminente où il y aura cette installation, c'est dans le Haut-Katanga. Et je pense évidemment que si ces deux activités, si ces deux actions sont effectives dans toutes les provinces, ça va aussi essayer de résoudre le problème. Alors, il y a M. Dadi Kabamba, quand vous êtes intervenu pour poser votre question, ce n'était pas très clair. Il en est de même de Mme Marie-Paul. Vous allez nous excuser si vous pouvez revenir sur vos questions. Madame, je vais les résumer. Hein. La question de Dadi Kabamba portait sur l'évaluation des mesures d'incitation. Est-ce que vous évaluez ces mesures-là pour qu'elles bénéficient réellement à tout le monde, notamment aux PME, aux micro-entreprises, que de bénéficier simplement aux grandes entreprises ou aux nantis? Et c'était ça la question de Dadi Kabamba. Et la question de Jean-Pierre Saïdi était encore la digitalisation des documents. Est-ce que voilà, ces documents, pourquoi obliger les gens à se déplacer? Parce que les pays, donne l'exemple des pays voisins qui ont digitalisé et il y avait cette facilité d'avoir des documents en ligne. Donc voilà les deux questions. Mais j'en profite aussi parce que Marie-Paul a posé une question dans le chat. Les paysans producteurs agricoles, comment vont-ils accéder à ce message, par exemple? Donc, autrement dit, est-ce que l'ANAPI a intégré les langues nationales, les langues vernaculaires dans sa communication, M. Flory? Est-ce que vous avez intégré voilà, une communication adaptée dans les langues locales vernaculaires? Merci. Je vais répondre à la question de M. David Kabamba qui portait sur, en fait, disons, qui consiste à savoir si réellement le PME bénéficie des exonérations qui sont accordées. Là, je peux vous rassurer que le PME bénéficie réellement de ces exonérations. C'était la procédure, c'est-à-dire qu'il faudra d'abord déposer à l'ANAPI une étude de faisabilité, les business plans. Et ces business plans doivent répondre à un certain nombre de critères. C'est-à-dire, au départ, comme l'a dit Mme Chamala tout à l'heure, il faudra être une entité qui évolue dans le secteur formel. Donc, toute entité qui est dans le secteur formel ne doit pas bénéficier de ces exonérations. Au-delà du formel, dans l'étude d'appui, il faudrait que la valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de la richesse, soit évaluée d'au moins à 35%. Et puis de deux, le projet doit être créateur des emplois permanents et non pas des emplois temporaires. Et puis, il faudra que le projet puisse prévoir la protection de l'environnement. Et ça, c'est universel. Donc, partout au monde, aujourd'hui, le volet environnemental est très capital. Alors, une fois que toutes ces conditions-là sont réunies, l'investisseur bénéficie de manière transparente et dans la célérité de ces avantages. Et puis, une fois qu'elle a bénéficié de ces avantages, nous sommes dans l'obligation d'aller vers l'investisseur pour évaluer si et seulement si il a réalisé son investissement ou pas. Et puis, il y a une disposition dans le Code du travail qui prévoit que l'investisseur puisse nous transmettre régulièrement, dans un délai de 6 mois, les niveaux d'exécution, les niveaux de la mise en œuvre de son projet d'investissement. Donc, s'il faut que je puisse me résumer, réellement, les PME bénéficient des exonérations dans le cas de processement. Et il en est de même pour le code, pour la loi agricole. Pour la loi agricole, il suffit de pouvoir s'adresser à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, pour bénéficier des exonérations telles que prévues dans la loi agricole.
Alors, s'il y a une difficulté au niveau des PME que je peux évoquer ici, c'est peut-être la condition sur le coût d'investissement. Alors, pour accéder aux avantages du coût des investissements, les coûts d'investissement doivent aller de plus de 10 000 $ à 200 000 $. Vous voyez, beaucoup de PME au niveau de la RDC ont un coût d'investissement de moins de 10 000 $. Et là, ça devient difficile et vous ne pouvez pas accéder à ces avantages-là. C'est là toute la pertinence de pouvoir s'associer, de pouvoir se mettre ensemble. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup évoqué la question de l'accès au financement, qui est un des volets que vous pouvez trouver dans notre vidéo. Nous avons plus évoqué les financements indirects, mais pour bénéficier justement de ces investissements, il faut avoir au départ du cash. Et chez nous, c'est vrai qu'il y a encore le problème d'accès au crédit. Hein. C'est comme ça que nous avons parlé du fonds de garantie. Hein. C'est le fonds de garantie qui est mis en place par le gouvernement. Et je pense qu'on vient même de nommer les mandataires pour la mise en œuvre de ce fonds. C'est justement pour faciliter aux PME l'accès au financement. Et non seulement ça, il y a aussi un effort qui a été fait avec le concours PADEM PME. Ce qui est vrai, c'est qu'au départ, ayez un plan d'affaires, ayez un projet bancable, et puis informez-vous et cherchez les financements. Il faut les chercher. Et là, aussi, on a l'opportunité d'avoir un autre webinaire. Ça pourrait être sur ces opportunités de financement. Il y en a beaucoup auxquelles vous pouvez accéder, mais la première chose, beaucoup de PME n'ont pas de plan d'affaires. Beaucoup de PME n'ont pas ce projet qui est bancable. Même si vous venez à l'ANAPI, votre projet doit être présenté sous une certaine forme. Quand vous allez au FPI, au Fonds de promotion de l'industrie, il faut présenter selon le modèle requis par la loi pour accéder au financement. Et donc, il y a ce défi. Et nous, pour résoudre ce problème, nous avons établi un partenariat avec l'OPEC, qui est l'Office des petites et moyennes entreprises congolaises. Pourquoi? Parce qu'eux, ils s'investissent, c'est un peu un fonds d'incubateur. Ils forment les entreprises, ils les encadrent et nous sommes ensemble pour pouvoir non seulement les aider à accéder aux ces avantages, mais d'abord de préparer ce plan d'affaires. Ça aussi, le problème, pourquoi les PME n'accèdent pas au financement. Voilà, merci. Maintenant, la dernière question qui est de la digitalisation. Hein. Il est vrai que parmi les réformes, on n'a pas beaucoup de temps pour entrer en profondeur sur les réformes qui sont opérées au niveau, en matière du climat des affaires. Nous vous disons que la création d'entreprises, moi j'ai commencé il y a plus d'une décennie, je peux même dire au départ 2 décennies. C'était un parcours de combattant pour créer une entreprise en RDC. On allait de 2500 pour une SPRL, Société de personnes à responsabilité limitée, qu'on appelle aujourd'hui SARL, Société par action à responsabilité limitée dans le cadre de l'OADA. On allait à 2 000 à 4 000 $ et il fallait peut-être 6 à 1 année pour avoir créé l'entreprise. Pour la société anonyme, on comptait en termes de milliers de dollars pour avoir créé son entreprise. Aujourd'hui, avec la réforme, nous avons commencé à créer l'entreprise en 3 jours. Aujourd'hui, si vous allez, c'est vrai qu'il y a encore des défis parce qu'on essaie justement de dématérialiser totalement. Et il y a, on est en train d'installer des machines pour pouvoir intégrer tous les services et pour qu'ils puissent travailler de manière automatique. Mais l'identification, qu'est-ce que je veux dire? Le SCN, c'est peut-être les documents qu'il faut complémentaires parce qu'on n'a pas encore un guichet qui traîne un peu. Ils ont déjà le notaire sur place.
Ils ont tous les services pour créer le SSM sur place. Donc, vous enregistrez, ce n'est pas un problème. On a déjà relevé le défi. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, sur le plan international, dans le rapport Doing Business, la RDC est 54e dans la position sur 172 pays, 174 pays, 120 pays, 190 pays. Et nous, vous voyez un peu que nous avons. Et si nous avons des sur cette entreprise, les avancées sont là. Mais l'objectif, justement, est d'arriver à créer l'entreprise en ligne. Du moment que nous sommes sortis de si loin et aujourd'hui nous sommes là. Aujourd'hui, nous voyons l'établissement ne pas le prix de votre téléphone. Dites-moi combien de gens de téléphone ici. Et ce n'est pas à 30 $, mais on peut créer son établissement aujourd'hui à 30 $. Une SARL. Et moi, ici, mon travail, c'est justement constater que cette réforme est effective. Donc, je fais des statistiques régulièrement et je peux vous assurer que nous sommes dans le bon. Sauf que est vrai que le guichet unique n'est pas implanté en province. À ce jour, nous avons un guichet unique ici à Kinshasa. Nous avons un guichet unique dans le Haut-Katanga. Il y a un guichet unique au niveau de Goma. Nous avons un guichet unique au niveau de province, comment on appelle maintenant la Chopo, voilà, la nouvelle nomination, la Chopo, et nous avons un guichet unique au niveau du Sud Kivu. Vous voyez, donc, c'est vrai que là-bas, c'est facile. Ce que nous décrivons ici, vous pourrez en bénéficier. Dans les autres provinces, il y a encore justement cette décentralisation des formalités. Mais, comme nous nous occupons justement de l'amélioration de ces différentes provinces, et nous pouvons juste nous assurer que ces différents services auquel généralement, c'est parce qu'on ne connaît pas cette casquette de l'ANAPI. Il y a peu d'investisseurs qui pensent que on est là peut-être pour les incitations ou pour aider pour les formalités. Non, nous sommes là pour suivre les réformes, pour justement lutter contre les tracasseries administratives. Il suffit de nous saisir. Vous n'avez pas besoin d'écrire une grande lettre, une longue lettre. Nous avons donné encore fait le site web de la investindiac.cd. Je veux demander au chargé de communication peut-être de le communiquer à tous. investindiac.cd. Si vous avez sur ce site, vous pouvez nous joindre par là. Et donc, vous pouvez nous joindre de n'importe quel coin de la RDC et même en dehors du pays. Nous nous assurons toujours pour donner une réponse à toute préoccupation. Et aujourd'hui, c'est un défi que nous vous lançons et que vous pouvez relever. Venez vers nous, poser vos questions et nous allons vous répondre. C'est déjà un pas vers la lutte contre les tracasseries administratives. Merci. OK. Mais Madame Chamala, merci beaucoup. Nous allons devoir passer au deuxième webinaire qui est consacré à la technologie et le numérique dans le secteur agricole. Donc, je voudrais terminer par le commentaire de quelqu'un qui est sur ce webinaire. C'est Thierry Viengele qui dit je voudrais mentionner particulièrement que l'ANAPI offre depuis un moment un service de haute qualité. J'ai personnellement obtenu des informations précises et dans différents domaines. J'encourage vraiment les personnes en quête d'informations de jeter un coup d'œil sur le site web, même d'y faire un tour. Vous n'en sortirez que très agréablement surpris. Bravo au comité de direction ainsi qu'à toute l'équipe de l'ANAPI. Donc, j'ai eu un témoignage dans le même sens en introduction. Si nous sommes sur un webinaire aujourd'hui avec les cadres de l'ANAPI, avec le panel de l'ANAPI, justement parce que nous avons fait la même expérience dans le cadre du MAGRIC BYD, le marché agricole d'Ilanga Betou, nous nous sommes adressés à l'ANAPI
Bilangabetu, c'est plus de 530 membres. Il y a des producteurs, il y a des transformateurs et ce sont des PME pour la plupart. Donc, l'ANAPI a réservé une suite favorable aux requêtes et nous apprécions cette ouverture, cette communication. Donc, le replay de ce webinaire sera en ligne pour ceux qui l'ont manqué ou pour ceux qui voudront réécouter. L'enregistrement, la vidéo de Madame Chamala de 45 minutes sera également en ligne. Si vous voulez contacter, ça va être sur les réseaux sociaux du marché agricole Bilangabetu. Donc, encore une fois, grand merci à vous tous d'avoir participé et cher panel de l'ANAPI, vous comprenez que plusieurs présentations congolais ce soir ont tourné autour des vrais bénéficiaires des services de l'ANAPI. Je pense que votre communication a intérêt, tout intérêt à rassurer les Congolais qui sont les vrais bénéficiaires. Donc l'ANAPI n'a pas été créée à l'adresse simplement des investisseurs étrangers, mais les Congolais peuvent aussi, comment dirais, une fois assurer la technique, la logistique ce soir. Nous nous retrouvons dans quelques minutes sur le prochain webinaire, la technologie et le numérique dans le secteur agricole. Bonne soirée chez vous. Merci beaucoup à vous tous les participants pour votre attention. Merci, madame.